Bien, je vous propose de commencer pour tous ceux qui sont déjà là. Euh, Bienvenue à ce premier webinaire d'Élevage sans frontières. Je suis Christine de Sainte-Marie, responsable de la collecte et de la communication chez Élevage sans frontières. Nous sommes ravis que vous soyez nombreux à vous intéresser au sujet qu'on propose ce soir. Euh, Juste une petite précision pratique. Alors, les caméras sont activées pour plus de convivialité, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Euh, Vous pouvez, voilà, à tout moment, la désactiver en cas de besoin, si vous préférez. Les micros sont coupés pour assurer un confort d'écoute optimal, sans perturbation pendant toute cette heure. Vous pouvez, si vous avez des questions, aller dans l'espace Q&R, questions et réponses, et prendre l'option poser une question. Voilà, nous les soumettrons à la fin des interventions. On essaiera de répondre au maximum de questions et si nous n'avons pas le temps, nous les traiterons par la suite et bien sûr, vous adresserons des réponses en même temps que le replay. Voilà. Alors, pourquoi ce sujet ce soir, Burkina Faso, pourquoi continuer à agir dans un pays en crise? D'abord parce que Élevage sans frontières intervient depuis 2008 dans ce pays, que c'est un pays, vous le savez sans doute, qui fait la une de l'actualité ou qui a fait la une de l'actualité, surtout jusqu'à il y a quelques mois, euh, lors des attentats, lors d'un coup d'État, à l'occasion de déclarations de politique internationale. Mais nous voulions voilà, vous informer et donner la parole à ceux qui connaissent bien le pays parce qu'ils y vivent ou ils y ont vécu. Et puis l'autre raison, c'est que nous avons soumis une enquête aux donateurs en juillet dernier, en juillet 2024, et que à la question pensez-vous que Élevage sans frontières doit continuer à agir dans un pays en crise tel que le Burkina Faso? 78% des répondants ont répondu oui. Et donc, ça nous a conforté dans notre décision de continuer à agir. Mais c'est intéressant, important de comprendre, de vous expliquer pourquoi et dans quelles conditions agit l'association, continue à agir l'association au Burkina Faso. Alors, pour nous éclairer ce soir, on a la chance voilà, d'avoir trois intervenants. Fanny Noaro-Cabré, qui est journaliste spécialiste de l'Afrique pour TV5 Monde. Notre collègue Joseph Caboret, chargé de projet pour les Vaches sans frontières et va vous parler de Ouagadougou. Et Hugues Fabrice-Zango, champion du monde de triple saut, docteur en génie électrique et parrain d'Élevage sans frontières depuis l'été dernier. Voilà, alors on va commencer voilà, par une vision, disons, générale de la situation au Burkina. Et je vais donner la parole à Fanny Noiro-Cabré. Euh, Fanny, vous êtes franco-burkinabé, vous avez vécu 10 ans au Burkina Faso, pays que vous avez dû quitter en juillet dernier. Est-ce que vous pouvez voilà, nous exposer le contexte politique, nous rappeler le contexte politique et faire un point sur l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays, enfin, au moment où vous y étiez et encore maintenant? Merci beaucoup. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. Effectivement, j'ai été donc correspondante au Burkina pendant ces 10 dernières années, essentiellement pour TV5, mais pour d'autres médias. Et c'est vrai que donc, à ce titre, on a couvert la situation du pays qui, au cours de ces 10 dernières années, a vu notamment sa situation sécuritaire se dégrader. Alors, je ne vais pas reprendre tout le paysage politique. Je vais peut-être m'arrêter sur les derniers temps et notamment
2022 qui a été une année importante politiquement au Burkina Faso, puisque il y a eu 2 coups d'État dans la même année, un en janvier et un en septembre-octobre. Et ce dernier-là a vu donc l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, qui est aujourd'hui toujours le chef d'État en exercice au Burkina Faso. Cette période de 2022 est importante parce qu'elle a créé un petit changement aussi dans la situation, dans le positionnement diplomatique du Burkina Faso, qui à ce moment-là s'est rapproché de 2 pays voisins qui sont le Mali et le Niger. Et ensemble, ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour essayer d'œuvrer en commun pour et la région et le pays, notamment en raison de la situation sécuritaire. Cette situation sécuritaire, elle est évidemment importante, puisque c'est ce qui a été aussi le motif des 2 putschs de 2022, qui était de dire que la situation sécuritaire ne s'arrangeait pas, même se dégradait, et que donc il fallait pour cela mettre des militaires au pouvoir pour arranger la situation. Cette situation sécuritaire, évidemment, elle a des conséquences humanitaires, et c'est aussi le pourquoi de ce webinaire ce soir. Puisque pour rappel, et je pense que la date elle est aussi importante, c'est que cette année, en 2025, ça fait 10 ans que le pays subit des attaques terroristes. Les premiers incidents à caractère terroriste au Burkina Faso ont été recensés en 2015. Au début, c'était des attaques sporadiques contre des gendarmeries, contre des forces de défense et de sécurité. Je pense qu'en France, vous avez notamment beaucoup entendu parler, il y a eu les attentats. La Ouagadougou a été visée par 3 attentats entre 2016 et 2018. Et au fur et à mesure de ces dernières années, malheureusement, ces attaques se sont intensifiées. Ce n'est plus actuellement des attaques sporadiques, mais il y a des incidents quasi régulièrement qui sont de plusieurs natures, puisqu'il peut y avoir soit des attaques de convois contre les militaires, soit des engins explosifs qui sont posés sur les routes, qui font énormément de dégâts contre les militaires, mais aussi contre les civils. Les groupes terroristes mènent régulièrement, vont dans les villages pour faire des ultimatums de déguerpissement. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans les villages et ils ordonnent aux habitants de partir, et ils leur donnent en général les ultimatums de maximum 72 heures. Donc je vous laisse imaginer quelqu'un qui doit prendre toute sa vie et partir d'un coup. Il y a aussi des assassinats contre les civils qui collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Et tout ceci donc entraîne d'importants déplacement de population. Ce sont ce qu'on appelle, le terme au Burkina, ce qu'on appelle les déplacés internes. Ce sont donc ces gens qui sont obligés de partir pour aller se mettre à l'abri, qui quittent leur village et qui vont se réfugier où ils peuvent, soit dans des camps, soit ils sont hébergés dans les villes. En général, c'est dans les villes les plus proches qui sont plus sécurisées, parce que ces villes-là sont moins attaquées que les villages. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le panel global, parce que je ne vais pas trop déborder non plus pour que tout le monde puisse parler. Mais voilà un petit peu, Christine, pour aborder cette crise humanitaire. Et quel est l'impact de ce contexte et de tous ces déplacements sur le quotidien des Burkinabés? Bon, en particulier évidemment dans la capitale, à Ouagadougou, mais bon, dans les villes en général, voilà, sur la situation pour les populations déplacées, leur quotidien, les conditions de circulation dans le pays, la présence des ONG pour aider la population.
Vous pouvez pas me parler un peu de, voilà, justement En, de l'impact sur le quotidien des en habitants? en quelques chiffres, je vais vous donner les derniers chiffres que l'on a. Malheureusement, c'est un peu difficile. Ce sont les chiffres officiels qui datent de 2023, du 31 mars 2023. Ce sont les derniers qui sont officiellement donnés parce que c'est aussi compliqué d'avoir ces informations-là. Il y a 2 ans, on a 2,03 millions de déplacés internes. À cette époque, toujours la même année, on estimait à peu près 23 millions d'habitants. C'est-à-dire que sur 23 millions d'habitants, vous avez 2 millions de personnes qui ont dû quitter leur commune pour aller se réfugier ailleurs. Et parmi ces 2 millions, 1 million, ce sont des enfants de moins de 15 ans. C'est important cette crise de déplacement parce que ça a été la crise de déplacement la plus rapide au monde. Le Burkina Faso a figuré parmi les crises de déplacement les plus rapides au monde. Le nombre de ces personnes déplacées a été multiplié par plus de 20 depuis janvier 2019. Et ces personnes, donc, elles trouvent refuge dans les villes. Donc, il y a eu au début, un petit peu au début de la crise, il y a eu des camps qui se sont créés. Un petit peu dans l'urgence. Donc, vous avez peut-être vu des images de ces tentes blanches avec les logos des différentes ONG. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont trouvé refuge dans les villes et ces tentes, elles se sont aussi implantées à l'intérieur de cours communes, donc de maisons. Beaucoup ont été hébergés par ce qu'on appelle des familles hôtes qui ont accepté de recueillir ces familles-là qui fuyaient sans rien. Et ce qui a été aussi difficile, c'est que cet afflux a été tellement rapide que, par exemple, vous avez eu des villes qui ont eu et qui ont toujours du mal à gérer cet afflux massif. Pour vous donner un exemple, une ville comme Djibo, qui est une ville du Sahel, donc dans le nord du pays, c'est une ville qui normalement avait 60 000 habitants. Elle s'est retrouvée avec 360 000 personnes. Chouchou, s'il te plaît. Elle s'est retrouvée avec 360 000 personnes. Donc, impossible d'accueillir. Milo, s'il te plaît, excusez-moi. Milo, s'il te plaît, tu sors. Désolée. Impossible de pouvoir avoir la capacité donc de gérer ces 360 000 déplacés qui arrivent, enfin 360 000 personnes. Donc les services d'eau ne fonctionnent pas suffisamment, l'électricité, ça sature au niveau des centres, des dispensaires de santé. Dans les écoles, il faut trouver comment on fait. On va créer des écoles de toutes pièces, on va essayer de retrouver les élèves qui ont été déplacés de tel ou tel village et vous avez beaucoup, là vous avez par exemple des professeurs qui ont essayé de retrouver comme ça des enfants qui étaient dans leur école et essayer de reconstruire des écoles de fortune. Et ces écoles, elles sont toujours là. Moi, il y a encore, il y a une année, je suis allée à Waïgouya ou je suis allée à Dori encore au mois de mai. Et ces écoles un petit peu de fortune, elles sont en train d'être implantées sur la durée. Si on peut, on essaye un petit peu de construire en dur parce que cette crise, malheureusement, dure. Et vous parliez, Christine, de Ouagadougou. Et Ouagadougou, moi, je dis souvent qu'il y a une petite bulle à Ouagadougou parce que cette crise-là, elle ne se voit pas trop à Ouagadougou. Mais il y a quand même certains quartiers, un petit peu en périphérie, notamment je pense à un quartier qui s'appelle Pazani, qui est en périphérie de Ouagadougou, où là vous avez par exemple aussi beaucoup de déplacés d'une certaine zone qui sont venus trouver refuge. Et donc vous avez comme ça un quartier qui est le quartier de déplacés à Pazani. Vous parlez des déplacements très difficile. Une ville, par exemple, comme je citais Djibo, c'est une ville qui est aujourd'hui sous blocus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder par la route. C'est obligatoirement un transport aérien fait par les ONG. Et vous avez d'autres villes qui peuvent encore, où on peut encore accéder par la route, mais c'est uniquement par convoi sécurisé par les militaires qui permettent aussi de ravitailler les villes. Donc c'est parfois très difficile, les villes, c'est pas un convoi qui est régulier parce que évidemment cette route-là, elle est dangereuse. Pour les groupes armés, c'est très facile de se dire tiens, tous les jeudis à telle heure, il y a le convoi qui passe, on va pouvoir l'attaquer.
évidemment, donc il n'y a pas d'horaire fixe. On ne sait jamais quand est-ce que ce convoi passe. Il est parfois très long, ça peut atteindre sur plusieurs kilomètres. On avance, on fait du 10, 20, 30 km/h parce qu'il faut devant les démineurs pour s'assurer que la voie est sécurisée, ou auquel cas il faut déminer si on trouve des engins explosifs. Donc c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Ces engins explosifs font énormément de dégâts. Ce sont des méthodes qui sont beaucoup, beaucoup utilisées par les groupes terroristes. Et donc Ouaga pour moi, c'est la petite bulle où vous ne le voyez pas trop, mais par exemple, vous intervenez dans l'Oubritanga, ESF, eh bien, qui fait partie de la région du plateau central. Eh bien, je regardais justement ce matin, la région qui est juste à côté, la région du centre-nord, ces 2 dernières semaines a été la région la plus touchée par des incidents sécuritaires ces 2 dernières semaines. Alors que d'habitude, ça se concentre plutôt au niveau du Sahel et de l'Est. Eh bien là, ces 2 dernières semaines, le centre-nord, c'est par exemple la ville de Kaya. Kaya, c'est à peine 2 heures de Ouagadougou. D'accord. Ben justement, vous parlez de régions, de différentes régions. Je suppose que toutes les régions ne sont pas touchées et impactées au même niveau. Vous avez parlé de la situation dans les villes, dans Ouagadougou et dans d'autres comme Kaya. Nous, on intervient dans les zones rurales. Voilà, quelle différence peut y avoir entre les régions et quelles sont en milieu rural les conditions? Est-ce qu'on constate un impact sur le quotidien aussi des familles dans les zones rurales? Est-ce que certaines régions sont nettement plus impactées que d'autres? Oui, il y a des régions qui sont nettement plus impactées, donc ce sont plutôt les régions qui sont frontalières du Mali et du Niger. Même aujourd'hui, si on regarde la carte du Burkina vers le Bénin, donc c'est cette zone Sahel Est. Ce sont les zones qui historiquement sont les plus touchées. Mais c'est vrai que il faut vous imaginer, donc si vous regardez la carte du Burkina, donc on était attaqué au début, il y a 10 ans, depuis cet extérieur-là. Et au fur et à mesure, ça s'est rapproché, ça s'est concentré pour être aujourd'hui donc à 2 heures de Ouagadougou, puisque Kaya, si vous allez à Kaya, vous arrivez dans la ville, vous allez voir des champignons de pancartes d'ONG, des tentes au bord de la route, donc toutes ces tentes, toutes ces bâches qui font office d'abri pour ces personnes déplacées, qui viennent d'abord plutôt dans les villes, mais le problème c'est que dans les villes, ces personnes ne peuvent pas cultiver, par exemple, non. Si elles sont arrivées avec un petit peu si elles ont la chance de pouvoir fuir avec du bétail, avec quelques animaux, ben on ne sait pas trop où les mettre. Ce sont des villes où, du coup, avec cet afflux massif de personnes déplacées, par exemple, il n'y a plus ou très peu d'arbres parce qu'on va couper les arbres pour faire du bois de chauffe, pour préparer à manger. Donc, c'est des villes qui, peu à peu, il y a aussi des conséquences sanitaires, écologiques qui vont être très impactantes selon moi, sur de très nombreuses années. Et après, mais effectivement, il y a des zones qui ne seront pas aussi touchées parce que il y aura moins d'afflux de déplacés puisqu'il y a moins d'attaques. Toutefois, vous allez quand même toujours trouver ici et là des personnes qui ont été accueillies, et de toute façon, les personnes qui arrivent doivent à un moment donné trouver aussi des moyens de subsistance. Elles ont tout quitté et c'est là où c'est très difficile parce qu'il y a un problème de terre. On ne peut pas cultiver, on ne peut pas être autonome. Il faut aller faire des heures de queue. Si vous avez la chance d'être donc référencé comme déplacé, il faut faire des heures de queue, parfois sous le soleil, pour pouvoir bénéficier de vivres qui vont vous être donnés si vous êtes déplacé. Mais au-delà des déplacés, il y a aussi
on a estimé, selon les chiffres, selon les chiffres du comité de la CONASUR qui est chargé de gérer toutes ces questions humanitaires, c'est qu'on estime qu'il y a entre 3,5 millions et 4 millions qui sont impactés en fait par ça. C'est-à-dire que les familles, ce qu'on appelle les familles hôtes, qui vont recevoir des familles déplacées, et bien d'un coup, peut-être si elles étaient 10, elles passent à 20, 25, et il faut pouvoir aider tout le monde. Ça crée d'énormes conséquences. Vous avez beaucoup de jeunes hommes qui partent finalement, qui vont travailler qui abandonnent l'école et qui vont travailler dans des sites d'orpaillage pour essayer d'aller un petit peu gagner leur vie. Il faut malheureusement décider qui peut partir à l'école parce que c'est payant. Donc il y a effectivement, on est passé de l'urgence du début sur du long terme. Et moi, même moi, en tant que journaliste, souvent j'insiste là-dessus. Ça fait 10 ans que le pays est touché par cette guerre. Peu à peu, la gestion d'urgence laisse place à de la gestion sur du long terme parce que les populations sont très peu nombreuses à pouvoir retourner dans leur commune. Ce n'est pas toujours 100% sécurisé. Elles doivent gagner, en tout cas, c'est ce qu'elles cherchent, c'est ce qu'elles demandent quand vous interviewez moi, chaque fois que j'interviewe des personnes, personne ne va vous dire qu'il est content de cette situation. Il ne demande juste à pouvoir repartir là où il est, ou en tout cas vivre dignement, pouvoir travailler et ne pas être là à devoir faire des files d'attente pour avoir quelque chose à manger. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la recherche de l'autonomie pour pouvoir être indépendants parce que malheureusement les situations durent. Merci infiniment voilà, pour ce tableau et ces explications. Justement, le terme d'autonomie fait une parfaite transition puisque voilà, Élevage sans frontières agit et aide les populations dans la durée. Donc, on va justement partir maintenant qu'on a eu un panorama sur la situation d'ensemble, partir dans le Britanga avec Joseph, puisque Élevage sans frontières a lancé donc le programme de la Voie lactée pour les femmes de Britanga en 2020. Nous avons prolongé ce projet depuis l'été 2024 pour les 3 années à venir. Et donc Joseph est installé donc au bureau de Ouagadougou. Euh, et donc pour comprendre les objectifs de notre action, Joseph, est-ce que tu peux nous parler de la zone d'intervention et des besoins de la population qui ont été identifiés et qui nous ont permis de définir et de préparer ce projet? Merci bien, Christine. Bonsoir à tout le monde. Le projet Voie lactée est situé dans la province de Butenga, qui est dans la région du plateau central, non loin de la capitale, juste à 30 km de la capitale. Et la population de cette région est majoritairement des personnes qui vivent de l'agriculture. Il faut aussi dire que la zone du projet n'est pas impactée directement par les conflits armés, mais qu'il accueille beaucoup de déplacés. Allô? Oui, oui, on t'entend bien. Ah, ok. Voilà, qui accueille beaucoup de déplacés, spécifiquement dans nos zones d'intervention. Voilà, donc ces personnes sont pour la plupart des gens qui avaient fait domicile dans les zones de conflit et qui sont revenus dans leur, leur région d'origine. Donc, ils sont pour la plupart aussi accueillis par leur famille, ce qui constitue des charges supplémentaires pour ces familles-là. Et ça contribue aussi à fragiliser la sécurité alimentaire de ces familles. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Burkina Faso, c'est un pays sahélien, il fait très chaud. Voilà, on passe souvent jusqu'à 45 degrés en saison chaude. Et on n'a qu'une seule saison pluvieuse, de juin à octobre au maximum. Et c'est cette
période que la population rurale prend pour cultiver, pour élever leurs vaches, leurs chèvres. Voilà, parce que en zone, en période de soudure, ces éleveurs sont obligés de pratiquer la transhumance. Voilà, alors que cette pression foncière, conflit armé, voilà, empêche les animaux de circuler. Et aussi, il faut retenir que pour la production de lait, les chèvres laitières ne doivent pas trop circuler. Voilà. L'élevage demeure toujours traditionnel parce que les gens n'ont pas accès aux formations, aux encadrements et aux aides financières pour améliorer leur élevage. Pourtant, la sécurité alimentaire passe par le renforcement et la sécurisation de la production locale et des moyens de commercialisation. Et donc, au regard de ce contexte environnemental, climatique et d'insécurité, il faut réfléchir à des modes d'élevage de, qui permettent le développement socio-économique. C'est ce à quoi contribue ce projet Voie lactée. Donc, D'accord, voilà un peu merci. pour- Justement, alors, on parle des familles, des éleveurs. On a régulièrement des questions des donateurs et du public qui s'intéressent à notre action sur les critères de choix des bénéficiaires. Voilà, voilà, qui nous aidons en particulier et pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire quel type de personnes plus précisément? On accompagne dans le cadre de ce projet. Ok. Merci bien. Dans le cadre de ce projet, nous avons 6 villages qui sont répartis dans 2 communes. Et dans ces villages, nous travaillons plus avec des ménages ruraux qui sont en situation de vulnérabilité, d'ethnie Peul et soit aussi d'ethnie Mossi. Et c'est très important de souligner cela. Peut-être qu'on va revenir plus loin là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi je mets l'accent sur ces 2 communautés. Et les actions d'appui sont principalement en faveur des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes sont plus impliquées dans la production laitière, mais elles restent dépendantes de leur mari. Car la culture burkinabé, surtout en milieu rural, elle est très patriarcale. Donc, les femmes sont rarement propriétaires des terres, des animaux, et elles ont souvent besoin de l'autorisation de leur mari pour traire et transformer le lait. Donc, le projet vise donc le renforcement de l'autonomisation économique de ces éleveuses, donc les femmes en général. Il faut dire que ces femmes sont, comme je le disais plus haut, sont des femmes qui sont dans une situation de vulnérabilité avancée. Donc, qui ont des habitats très modestes, parfois constitués de logements en terre. Les plus aisés arrivent à se trouver des constructions en briques. Et il y a souvent pas de l'eau dans ces villages, ni d'électricité. Et, et elles sont souvent obligées de parcourir de longues distances pour pouvoir avoir de l'eau potable. Et aussi, il y a cette difficulté aussi d'avoir des vétérinaires dans la zone d'intervention. Cela aussi est dû du fait que au Burkina, on a moins de vétérinaires dans le pays. D'accord. Enfin, maintenant on comprend mieux le cadre, euh, est-ce que tu peux, alors c'est un peu un défi hein, parce qu'on sait que c'est un projet qui inclut beaucoup d'activités, qui est un projet d'envergure sur 3 ans, mais est-ce que tu peux nous résumer en quelques minutes les objectifs et les impacts visés dans le cadre du projet de la Voie lactée? Oui. OK. Le projet Voie lactée intervient vise 3 résultats. Le premier résultat, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire du Burkina en offrant du lait local de qualité à leurs familles et aux consommateurs burkinabés. Et donc, c'est de produire, transformer et valoriser le lait à l'échelle locale. Le second résultat, c'est de donner la possibilité aux femmes de mieux élever, de mieux gérer, de mieux gagner leur vie grâce au lait de leurs animaux.
en ayant la possibilité d'apprendre de nouvelles connaissances, en aménageant mieux leur site d'élevage. Les éleveuses auront cette capacité de mieux s'occuper de, leur- de mieux s'occuper de leurs animaux. Et le troisième résultat, c'est de permettre aux femmes, qu'elles soient déplacées ou non déplacées, jeunes ou personnes âgées, peu ou aussi, d'être solidaires entre elles, d'apprendre ensemble et de contribuer à la culture de la paix, surtout dans cette situation difficile que traverse le Burkina. D'accord. Et pour être, on va dire, parlant pour ceux qui nous écoutent, être un peu précis, ça peut être intéressant d'avoir des exemples concrets d'actions spécifiques qui ont déjà été mises en place, hein, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans la continuité d'un projet qui a été démarré en 2020, donc on peut donner des exemples de ce qui a déjà été réalisé avec les familles. Oui, et comme premier exemple, on peut citer rapidement la création de cette unité laitière qu'on a mis en place pour faciliter le coulement du lait. Et aussi, on a formé des collecteurs de lait afin qu'ils puissent bien acheminer le lait jusqu'à l'unité de transformation. Nous avons aussi formé des transformatrices pour les amener à améliorer les produits qu'elles mettent sur le marché. Un autre exemple concret que je peux citer ici, on a aussi accompagné 150 femmes qui ont été formées et qui ont pu améliorer leur atelier d'élevage. Comme troisième exemple concret, qui fait peut-être allusion pour alléger peut-être le labeur des femmes dans le déplacement de longue distance pour pouvoir avoir de l'eau. Nous les avons fourni 6 premières charrettes avec des fûts, voilà, qui sont gérées par un collectif villageois de femmes qui les aident à l'approvisionnement de l'eau potable. Voilà, et ce qui soulage aussi le labeur des femmes pour cette corvée d'eau qui les incombe. Tout ça, c'est de permettre, c'est donner la possibilité à ces femmes et à leur ménage de subvenir aux besoins de scolarité, d'alimentation et de soins de leur famille. D'accord. Alors ça, ce sont pour les actions déjà mises en place. On a bien sûr un programme assez dense d'actions à mettre en place dans les mois à venir. Est-ce que bon, tu peux identifier quelques actions, une ou deux actions qui sont aujourd'hui prioritaires et que nous avons besoin de financer là, dans les semaines, les mois à venir. Ok. D'ici juillet 2027, nous souhaiterons parvenir à l'amélioration de 25 sites d'élevage avec la construction et l'équipement de chèvreries ou de places de trait et à l'achat aussi des animaux pour 25 femmes déplacées qui seront formées sur les techniques d'élevage. Et il est aussi prévu une visite d'échange nous allons sélectionner quelques représentants des femmes qui vont se déplacer dans d'autres localités du Burkina pour visiter d'autres initiatives similaires. Voilà, cela va permettre aux femmes aussi, cela motive les femmes et comment on appelle, les femmes du projet. Ça leur permet d'aller voir ce que d'autres font dans d'autres régions et pouvoir les répliquer sur place lorsqu'ils seront de retour. Et enfin, le projet a développé aussi une collaboration avec un lycée de formation professionnelle. Donc, l'idée pour nous, c'est de les accompagner à mettre en place des ateliers pédagogiques, voilà, pour que les jeunes puissent mettre en pratique ce qu'ils enseignent et aussi permettre aux femmes éleveuses de la localité, là où est implanté le lycée, de venir apprendre l'activité d'élevage et aussi partager les expériences avec les jeunes étudiants. D'accord. Et donc, tu as, je crois, été récemment sur le terrain, comme tu y vas régulièrement, et tu as recueilli des témoignages. C'est important puisque pour nous, on a à cœur aussi
de récupérer à la fois des informations, mais aussi des témoignages vivants pour nos donateurs, pour les emmener un peu sur le terrain. Donc, tu as fait une visite et rencontré des bénéficiaires et une bénéficiaire en particulier. Mm. Oui, et là, je vais terminer en vous laissant le temps de suivre le témoignage d'une bénéficiaire, Amadou Diallo, qui est une éleveuse du projet, qui nous partage un peu ce que le projet a pu faire pour elle. Et voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, je préfère vous laisser découvrir ce qu'elle elle dit dans la vidéo qui va passer. Grâce à l'ONG Afil et l'élevage sans frontières, nous avons reçu des équipements qui nous permettent de donner à nos animaux à manger. Nous avons reçu des concessions pour nos petits animaux et puis nous avons reçu aussi beaucoup de formations, surtout au niveau de l'hygiène. Nous avons un centre familial de 2 hectares. Nous avons reçu les graines faisant les niébés fourragers. En même temps, nous récoltons les niébés et puis pour la famille et le fourrage en même temps pour nos animaux. Le projet a permis aux femmes de se réunir, de se partager les idées. Avant ça, pour qu'une femme puisse s'exprimer, elle avait beaucoup de difficultés. On appelle la coopérative et de la voie lactée des femmes de Sénégal. Nous partons là-bas, vendre notre lait. Et ça a permis aussi aux femmes de pouvoir s'exprimer librement et avoir du revenu pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Le souhait est que je vois la réussite de mes enfants, qu'ils puissent étudier et avoir leur diplôme. Voilà, donc dans quelques secondes, le témoignage d'Adama, qui justement a rencontré Joseph, que j'ai rencontré régulièrement, mais qui a aussi rencontré Hugues Fabrice Zango, qui je vais laisser la parole, puisque Hugues Fabrice peut témoigner à plusieurs titres sur les conditions de vie en tant que citoyen burkinabé, puisque tu es natif de là-bas. Sur l'évolution du pays en tant que champion, en tant qu'athlète de haut niveau qui est devenu, on va dire, un ambassadeur du pays, puisque tu as été le premier médaillé olympique pour le Burkina Faso, et puis aussi un témoin sur le projet des Vaches sans frontières que tu as eu l'occasion de visiter en novembre dernier en tant que parrain de l'association. Alors, est-ce que tu peux nous parler, alors tu es en France depuis plusieurs années, mais est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien, de tes conditions de vie au Burkina, où as vécu jusqu'à l'âge de 16 ans avant ta venue en France, et ce qui a motivé ta volonté de t'engager pour le pays? Oui, bonjour à tout le monde. Euh, alors, je vais commencer d'abord par dire en fait que le Burkina Faso, c'est un pays quand même où la population vit en dessous du seuil de pauvreté, où beaucoup de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela, c'est avant même la crise en fait sécuritaire qui a lieu actuellement. Donc, mon passé au Burkina Faso est en fait c'est comment dirais-je, j'ai vécu en fait dans un environnement pauvre, en fait, dans un environnement difficile. Alors, par contre, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que mes deux parents, ils ont fait l'école. Cela n'était pas, c'est pas quelque chose de courant parce qu'à leur époque, en fait, des personnes de 60, c'est vrai qu'avoir les deux parents, tous les deux parents qui ont fait l'école, c'est quand même assez particulier. Leur chance, en fait, a été qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, donc ils ont commencé les études là-bas et ensuite ils sont venus au Burkina Faso, donc ils ont poursuivi derrière. Donc, j'ai beaucoup de chance parce que euh, étant
issu bien sûr d'une famille où mes deux parents sont fonctionnaires en fait de l'État. J'étais appelé entre griffes en fait l'enfant du riche. Au quartier, on m'appelait l'enfant du riche. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avions une batterie pour pouvoir nous alimenter, alimenter nos lampes, hein, tout simplement nos lampes solaires. C'était dans les années 1996-97. Et on nous appelait les enfants du riche parce que les autres avaient à peine en fait une lampe à pétrole et ainsi de suite. Donc, tout autour de moi, en fait, ce sont des familles, ce sont des personnes, en fait, qui n'avaient pas forcément de quoi manger matin, midi et soir. Ce que moi j'avais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, des fois, j'allais même avec mes amis faire du porte-à-porte, hein, parce que ces enfants-là sont obligés de travailler très tôt. Donc, ils finissent l'école pour ceux qui vont à l'école et tout de suite, en fait, ils sont obligés de prendre quelques litres de pétrole pour essayer de faire du porte-à-porte et puis de vendre, histoire d'avoir un petit quelque chose pour leur famille et pour aussi payer leurs études et ainsi de suite. Donc, j'ai vécu quand même avec, dans cet environnement-là pendant, c'est pas 16 ans, mais 23 ans. Voilà, donc c'est juste en 2016, effectivement, que j'ai quitté. C'était en 2016, donc je pense que tu t'es trompé à ce niveau. Oui, Oui, c'était 16, exactement. mais c'était l'année. C'est ça, c'est en 2016 que j'ai quitté le Burkina pour m'installer en France, mais mon objectif, c'était vraiment au niveau études, au niveau estudiantin. Mais bon, j'ai vécu également dans une famille où j'étais l'aîné. Donc, je suis aîné d'une famille où il y a trois enfants. Et au Burkina, en fait, quand tu es l'aîné d'une famille, il y a certaines valeurs qu'on t'inculque tout de suite. Tu as certaines responsabilités. Hein. Tu deviens, entre griffes, le chef de la famille, bien sûr. Outre le papa, en fait, tu es le chef de la famille. C'est à toi de t'occuper de tes petits frères. Et souvent, en fait, cela met la pression au grand frère qui est souvent obligé de quitter plus vite l'école pour travailler, pour faire des choses. Mais encore une fois de plus, j'ai eu vraiment beaucoup de chance que mes parents, en fait, m'aient accompagné sur la voie de l'école et m'aient inculqué aussi une valeur fondamentale qui est la valeur de la recherche de l'excellence. Donc, mon père, en l'occurrence, il m'a toujours dit que si j'étais excellent, quel qu'en soit, je vais toujours réussir, en fait, ma vie. Parce que l'idée, c'est ben, si tu es le meilleur, en fait, si on ne veut qu'une seule personne et que tu es le meilleur, c'est toi qu'on prendra de toute façon. Donc, sois le meilleur dans tout ce que tu entreprendras. Donc, j'ai vécu vraiment avec cette valeur-là en tête, cette valeur fondamentale qui m'a poussé effectivement à prendre des risques, à, à m'expatrier justement pour venir en France, pour avoir des connaissances, à, voilà, me développer tout simplement. Et donc, depuis que je suis venu en France, effectivement, il y a pas mal de choses qui se sont passées. En l'occurrence, l'obtention de mes diplômes d'ingénieur et plus tard, en fait, le doctorat en génie électrique. Et également, bah, mes performances sportives qui ont bien évolué, qui m'ont permis de me placer bah, du statut d'inconnu, hein, tout simplement, à un statut beaucoup plus international, puisque, effectivement, comme tu l'as dit, je suis le premier médaillé olympique de mon pays, aussi champion du monde dans la discipline du triple saut en athlétisme. Donc, comme le dit le penseur, hein, un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que je ne voulais pas tout de suite en fait avoir à faire. Et depuis 2019 par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Voilà, il y a quand même beaucoup de plus en plus de sollicitations sur les réseaux sociaux. De façon globale, en fait, il y a de plus en plus de sollicitations qui viennent à moi. Et je me suis dit, bah, à un moment donné, il faudrait que je prenne tout simplement mes responsabilités parce que voilà, j'ai atteint un certain niveau et forcément derrière, il y a des attentes et c'est tout à fait logique. Et donc, ce qui pourrait expliquer justement que je m'engage avec ESF pour essayer d'apporter ma pierre également à l'édification, à l'amélioration des conditions de vie, à plein d'autres structures comme l'UNICEF également et aussi ma fondation que j'ai mise en place pour essayer justement de vraiment bâtir et d'aider cette population que j'ai vue. Voilà, des amis que j'ai vus avant, bah, j'aimerais pas que mes enfants vivent dans un environnement où ils sont obligés de côtoyer également un environnement pauvre, en fait. Voilà,
tout simplement. Donc, mon objectif aujourd'hui est à plusieurs niveaux. Voilà, parce que j'ai quand même beaucoup d'objectifs. Je veux devenir vraiment un bâtisseur de ponts, quoi. Un bâtisseur de ponts entre, comme j'aime le dire, entre l'Europe et l'Afrique, entre l'ignorance et puis la connaissance. Et si je suis allé chercher jusqu'à un titre de docteur, c'est vraiment être un érudit dans mon domaine, hein. Et derrière aussi être un bâtisseur entre l'abondance et puis la pauvreté. Donc, en l'occurrence, en œuvrant pour des œuvres humanitaires. Et finalement, c'est être un peu un bâtisseur de pont entre les solutions et les problèmes, hein, parce qu'on a beaucoup de problèmes au Burkina Faso. Et pour reprendre un peu même les mots du chef de l'État, tout est urgent au Burkina Faso et au Burkina. Vraiment, l'urgence numéro un, c'est vraiment se battre pour sa survie, c'est vraiment déjà de manger, quoi, manger au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça pour certaines de nos populations. Alors, tu peux retourner, contrairement à Fanny en tant que journaliste, toi, tu peux retourner régulièrement et facilement au Burkina Faso. Euh, Comment tu ressens l'évolution de la situation, les relations avec voilà, les différentes communautés, l'ambiance déjà dans la ville par exemple, de Ouagadougou. Est-ce que voilà, tu constates une évolution particulière? Est-ce qu'il y a tu fais des constats qui te frappent particulièrement puisque tu as l'occasion d'aller régulièrement et de voir le pays régulièrement à quelques mois d'intervalle? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Fanny, elle pourra revenir bientôt aussi, ça c'est certain. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de pouvoir visiter le pays. J'ai même passé mes 3 derniers mois, bon, les mois d'octobre, novembre, décembre au Burkina. Donc, j'ai eu vraiment l'occasion de voir et de vivre et de sentir ce qui se passe en fait en ce moment au Burkina Faso. Et je puis dire que effectivement, quand on est à Ouagadougou, à Koudougou, à Bobo-Dioulasso, en fait, on est dans une bulle. En fait, on n'est pas vraiment connecté avec certaines réalités que vivent effectivement des populations un peu à l'écart de ces grandes villes. Parce que quand on est à Ouagadougou, on se croirait limite dans une ville française aussi, hein, parce que les gens vivent en fait. Il y a des activités, il y a des festivals, il y a plein de trucs en fait qui se font. Voilà, donc la vie vraiment n'a pas voilà, pas bien sûr la cherté de la vie et plein d'autres choses en fait qui arrivent parce que justement il y a moins de production peut-être et ainsi de suite. En fait, on ne sent pas vraiment on n'a pas ce sentiment d'insécurité là tout de suite en fait quand on est dans ces grandes villes là. Donc lorsque j'ai été aussi à Zignaré, voilà, dans l'Ouritenga, voilà, déjà à ce niveau, lorsqu'on quitte Ouaga, quand même on se dit ah, quand même. N'oublions pas qu'il y a quand même une situation qui n'est pas toujours commode, mais lorsqu'on reste dans les villes, en fait, vraiment, il n'y a pas de problème. Les gens oublient limite, en fait, qu'il y a un problème dehors, quoi. Mais moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, de visiter quelques centres aussi et dans les actions humanitaires, d'aller visiter des sites, effectivement, de réfugiés et de PDI, comme on dit, des personnes déplacées internes. Et c'est vrai que ces personnes vivent quand même des situations quand même assez compliquées. Lorsqu'on a l'occasion de sortir hors de Ouaga, tout de suite, en fait, on sent ce sentiment d'insécurité là qui peut nous envahir en fait en fonction des zones et des régions dans lesquelles on se déplace. Donc je peux dire que dans les villes ça va, mais une fois que tu sors de cette bulle là, tu commences à craindre un tout petit peu quand même pour ta sécurité et ainsi de suite. Alors justement, tu viens d'évoquer le Britanga. Tu as donc visité le projet et rencontré des bénéficiaires début novembre. Euh, Partage tes impressions sur justement sur ces familles, sur leurs conditions de vie, sur le projet. C'est intéressant d'avoir voilà, ta vision en tant que parrain et visiteur extérieur, même si maintenant tu fais aussi partie de la famille Évasion Frontières. Euh, oui, franchement, j'ai été frappé lorsque je suis arrivé dans l'Oblitenga parce que, comme je le dis,
Bah, j'ai vécu dans beaucoup de grandes villes et bah, quitter la France, aller à Ouagadougou directement, bah, en fait, on ne sent pas la cassure forcément. Bah, on voit les amis, on voit les parents, mais on ne sent pas forcément cette cassure-là. Mais quand j'ai fait justement cette mission avec Joseph dans l'Oubli-Tinga pour rencontrer Adama et d'autres personnes, en fait, j'ai vraiment été frappé par euh, vraiment l'écart du niveau de vie. J'ai été frappé par euh, en fait la résilience également en fait de cette personne derrière parce que comme j'aime le dire en fait j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux que Adama. C'est quand même incroyable parce que à peine elle comprend le français, elle a mis en place en fait un endroit où elle accueille en fait des enfants pour leur en fait apprendre le français, leur apprendre à compter, leur apprendre. Vraiment, c'est des gestes, on a l'impression insignifiants, mais j'ai été frappé par cela. Souvent, on attend d'être prêt pour faire des choses. En fait, on attend trop de moyens pour pouvoir agir. Et là, j'ai été frappé par la résilience justement de Adama. Mais cela est dû à quoi? Parce que Adama, elle a pu avoir des moyens. Voilà, elle a pu avoir un âne, elle a une vache aussi laitière, bah, qui lui permet d'avoir quelques sous et donc de moins se soucier justement de, entre griffes, sa survie parce qu'elle réussit à prendre un peu plus soin d'elle, de son fils aussi qu'on a pu voir sur place et de pouvoir aussi s'adonner à d'autres projets, des projets de développement, des projets, bah, d'autres choses en fait. Parce que je puis vous dire que quand on lutte pour sa survie, on ne fait pas vraiment de projet en fait. Et donc là, Adama, elle a pu passer un tout petit peu le cap de la survie et donc ça lui permet bien sûr de s'ouvrir et de voir d'autres choses, d'essayer de bâtir en fait d'avoir un impact en fait sur sa société. Et ça, franchement, j'ai été frappé par sa vie, hein, tout simplement, et par l'aide justement que ESF a pu lui apporter en temps dans la formation, en l'aidant à avoir des mangeoires, en l'aidant à avoir justement un abri pour ses animaux. Et franchement, Adama aujourd'hui, je peux vous dire elle est super contente et vous l'avez vu dans son témoignage. J'ai vu également d'autres personnes, bien sûr, mais bon, c'est le témoignage d'Adama qui m'a vraiment frappé. Et sur place, j'étais vraiment content de rencontrer cette personne. Et derrière, ben, je me dis, ben, ça me conforte et ça me reconforte dans ben, dans mes responsabilités, hein, tout simplement. Et on voit d'ailleurs sur la photo du support que tu as visité aussi la coopérative laitière. Ah, absolument, ils font vraiment un bon yaourt. Normalement, on devrait même faire venir ce yaourt en France et que tous les donateurs, en fait, puissent y goûter. Franchement, c'est quelque chose d'excellent. Franchement, j'ai été impressionné par bah, déjà la qualité de leur yaourt, de leur yaourt, du dispositif qui est mis en place pour pouvoir récolter le lait quotidiennement. Parce que bon, ces vaches-là produisent quand même 25 litres de lait tous les jours. Et bah, quand tu ne l'as pas aujourd'hui, bah, demain, voilà, en fait, c'est de l'argent que tu perds. Et donc, il y a un dispositif qui a été mis en place. Et franchement, je suis très impressionné par la collecte, le dispositif qui est mis en place, la logistique, toute la logistique qui a été mise en place pour cela. J'ai vu le bâtiment qui a été construit et qui constituera une grande laiterie plus tard également, ben, qui n'attend qu'à être équipé de nouveaux et de très belles machines. Mais déjà, ce qu'il y a là, quand j'ai vu la laiterie à Zignalé, j'ai été vraiment impressionné par tout simplement et la qualité et aussi ben, la demande en fait, parce que ce lait, il ne suffit pas, tout simplement. Elle nous disait, ces femmes-là, que quotidiennement, ben, en fait, il y a un manque de lait, quoi. À la fin de la journée, ben, il n'y a plus de lait, il leur faut plus de lait, il leur faut plus ben, de personnes qui leur fournissent du lait pour pouvoir produire et satisfaire effectivement la demande de Zignalé, tout simplement. Et là, on ne parle même pas des autres villes environnantes. Donc, ce projet a un grand potentiel et donc, je suis content que bah, l'on continue justement d'investir et que l'on continue de travailler pour le Burkina, pour le Britannia et pour toutes ces femmes. Merci beaucoup. Alors justement, tu parlais à l'instant du lait, de l'approvisionnement du lait. Et il y a justement une question assez précise qui est
c'est plus destiné à Joseph sur le projet. Alors, j'ai dit la question, comment le lait est-il transporté des élevages jusqu'à la laiterie et pour quel type de transformation pour produire pour quel produit? Moi-même, je pourrais y répondre, mais je laisse Joseph y répondre. Vous pouvez Ok, répondre merci. chacun votre tour, il n'y a pas de problème. Oui, pour le transport du lait, il y a des collecteurs qui ont été formés, qui ont été identifiés dans les différents villages, qui sont équipés de matériel de collecte de lait. Et c'est ces collecteurs qui transportent le lait jusqu'à l'unité de transformation. Et il faut dire il y a 600 litres de lait qui sont transformés par semaine. Voilà, et comme produit, on a des yaourts, comme je le disais, on a du gapal. Voilà, c'est du yaourt accompagné de petits milles. Et on a aussi le lait frais qui est pasteurisé, qui est aussi commercialisé. Et dans le long terme aussi, il faut dire que l'unité est en train de vouloir aussi transformer ce lait-là dans le domaine des savons, de la savonnerie. Les Peuples utilisent beaucoup du savon à base de lait, c'est beaucoup demandé. Et ça, c'est dans le long terme ce ils veulent ajouter comme produit. D'accord, merci. Alors, il y a aussi une autre question qui concerne les formations, puisque tu as parlé du besoin de formation, en particulier pour les éleveuses. Quel type de formation sont assurées pour les femmes? De quelles connaissances ont-elles besoin de recevoir? Ok. En termes de formation, d'abord, il y a la formation technique. L'objectif ici, c'est de les amener à maîtriser les techniques d'élevage. Voilà, surtout pour ce qui concerne l'élevage des vaches. Donc, ils reçoivent des formations sur l'habitat. Il faut avoir des habitats bien orientés qui respectent les normes pour les animaux. On les forme aussi sur l'alimentation, quels sont les ratios d'aliments qu'il faut donner par jour. Ils reçoivent aussi des formations sur l'hygiène de la traite. C'est très important. C'est pour avoir un produit de qualité. D'abord, depuis la traite, il faut vraiment des conditions d'hygiène adéquates. Et comme l'élevage, l'alimentation fait partie des lignes de défense les plus lourdes, donc on les forme à produire de l'aliment à travers des cultures fourragères qu'elles essaient de faire sur place pour pallier à ces difficultés d'alimentation. On les forme aussi à fabriquer des blocs multinutritionnels qui, voilà, qui les permettent aussi à pallier aussi cette question d'alimentation. Donc, en un mot, ces formations partent sur les aspects techniques, sur les questions d'hygiène, sur les questions d'aliments, et aussi sur les questions de la santé animale, où ils arrivent à détecter les premiers signes pour pouvoir alerter les vétérinaires pour les accompagner dans le soin de l'animal. D'accord. Merci pour ces explications. Alors, j'ai une dernière question et je peux inviter à ce moment-là à la fois Fanny et puis Joseph à répondre. Une personne évoque l'importance des importations. On sait que beaucoup de produits laitiers sont importés dans le pays. Est-ce que ça ne nuit pas à la commercialisation, à la vente des produits des éleveurs sur le plan local? Alors, je voulais d'abord adresser à Fanny, c'est pour demander si on remarque vraiment, il est notable de constater l'importance de la commercialisation des produits importés, en particulier dans les villes ou dans les zones rurales, ou est-ce que, il y a Dans, une offre assez large? dans les zones rurales, c'est quand vous trouvez des petites boutiques avec des produits frais, c'est essentiellement des produits laitiers qui sont faits localement et c'est ce qu'on recherche. Il y a quelques produits importés, mais ce ne sont pas souvent des vrais yaourts.
Et les vrais yaourts, pour vous donner une idée, le yaourt Danone, là, le vrai yaourt, c'est 5 000 francs les 4. 5 000 francs, c'est 8 euros. 8 euros les 4. Alors, quand vous savez que le SMIC au Burkina est de 50 euros, vous voyez, il y a pas grand monde qui achète ça. Et honnêtement, non, même dans les supermarchés, c'est vraiment les produits laitiers faits au Burkina qui sont mis en avant et qui sont consommés et qui sont meilleurs. D'accord. Et Joseph, est-ce, est-ce qu'il y a aussi une aide pour les éleveuses, pour justement les aider à vendre ces produits et on va dire, à faire concurrence aux produits qui sont déjà sur le marché? Parce qu'on sait que enfin, les consommateurs euh, consomment déjà des produits laitiers, donc elles arrivent avec des produits locaux. Mais est-ce que ça nécessite aussi de les accompagner sur ce plan-là? Oui, il faut dire qu'ici, il y a déjà les ONG qui interviennent dans la filière lait, qui travaillent en réseau pour pouvoir promouvoir le consommation local. Ça, c'est déjà très important. Et ces producteurs, ceux qui sont dans le domaine de la transformation aussi, participent à des foires, ce qui sont les lieux pour eux de sensibiliser les gens à consommer ce qu'ils produisent. Donc, les aides, en tout cas, c'est surtout les appuis des structures comme USF, et comme Oxfam, qui mobilisent, qui font du plaidoyer voilà, pour valoriser ce lait local. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages. J'espère que vous, en tant qu'auditeur, vous avez apprécié, vous avez trouvé cette heure passée ensemble instructive et que ces témoignages vous ont intéressé. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, positives ou négatives, qui seront précieuses pour nos prochains rendez-vous, puisque nous en proposerons d'autres sur d'autres thématiques. Merci infiniment parce que je sais que parmi ceux qui ont participé à ce webinaire ce soir, il y a beaucoup de donateurs qui nous soutiennent. Donc, merci de continuer à nous soutenir. Par vos dons pour participer notamment à ce projet, puisque c'est vrai, on ne l'a pas évoqué, mais au Burkina Faso, ce type de projet ne peut plus faire l'objet d'un soutien par des financements publics, en particulier l'Agence française du développement. Donc voilà, nous sommes financés à 80% par la générosité du public, mais les projets au Burkina Faso, voilà, dépendent d'autant plus de la générosité de nos donateurs. Merci beaucoup de votre attention. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bonsoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Joseph. Voilà, merci, Christine. Ça a été? Oui, ça a été. Bon, ok. Bon, ben, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée. C'est bon, tout le monde est parti. Bah, il n'y a plus que nous.